Bonjour. Donc, je vais vous présenter les premiers résultats de la fouille d'une levée et d'une cuvette topographique dans le secteur du champ de la justice. Tout d'abord, un contexte géographique, géologique et une courte description. Une dizaine de levées de forme allongée sont alignées sur près d'1 kilomètre entre les étangs et le bois de Saint-Martin, donc au sud-est du champ de la justice. Le champ de la justice étant ici, on est donc au sud-est. Les levées mesurent 50 à 60 mètres de long, 30 à 40 mètres de large, et leur hauteur varie de 2 à 5 mètres. Elles sont bordées au pied de leur flanc sud-est par de légères cuvettes topographiques ou dépressions. On voit ici deux levées, avec un passage donc entre ces levées et en arrière-plan une légère cuvette. On remarque également que l'alignement des levées, le plus au nord, tangente l'affleurement de la couche de boguette de l'assise de Millery. Vous avez ici la trace à l'affleurement sur la carte géologique donc, de la couche de boguette, et on voit que cette couche de boguette tangente les levées vers l'est. La couche de boguette ayant un pendage vers le sud d'une trentaine de degrés, celle-ci devrait donc être présente à faible profondeur sous les levées du nord-est, si elle n'a pas été exploitée, bien sûr. Donc on s'attend à trouver le boguette ici sous ces levées. Pourquoi s'intéresser à ces levées ? Les archives de l'industrie schistière ne font aucune mention de ces levées, ce qui, dès le début du XXe siècle, éveilla l'intérêt des archéologues. C'est ainsi qu'une tranchée a été réalisée au début des années 1900 par M. Charles Boel et M. Joseph Deschelette dans une de ces levées appelées Mamelon ou Tertre à l'époque. Plusieurs hypothèses ont alors été envisagées. Un tumulus recouvrant plusieurs tumuli, donc des tertres funéraires, et un retranchement néolithique. On notera que l'origine industrielle a été à l'époque écartée. Plus récemment, en 2006, une cartographie précise de 4 levées et leurs relevés microtopographiques permettent à Sébastien Francisco et à Yannick Labaune de démontrer que les volumes des tertres sont identiques aux volumes prélevés dans les dépressions. Ils trouvent ainsi un lien entre l'édification des levées et l'exploitation du boguette et des schistes bitumineux qu'ils proposent de situer dans la période antique. À cette époque, le schiste a été utilisé pour façonner de petits objets, mais aussi des pavements, des chapiteaux, des plaques sculptées pour le décor des parois des édifices. L'ouvrage intitulé « L'œuvre au noir », publié par le Musée Rollin en 1997, témoigne de l'importance de l'utilisation du schiste dans l'architecture décorative. On notera qu'à ce jour, aucune analyse n'a été effectuée pour déterminer l'origine stratigraphique de ces plaques. Mes recherches sur l'utilisation des schistes bitumineux de l'Europe de l'Ouest dans la fabrication d'anneaux et de bracelets à l'âge du fer m'ont permis de prouver que le schiste bitumineux de l'assise de Millery a été utilisé à cette époque pour la fabrication de bracelets. 4 bracelets de cette même période, découverts en Suisse et en France, sont aussi constitués d'un faciès de transition au boguette. Ces découvertes permettent d'envisager naturellement l'existence d'une exploitation proto-historique de l'assise de Millery. Vous avez ici le bracelet que j'ai analysé, donc il vient du nord-ouest de la Suisse, de Chevenez, et une vue microscopique en fluorescence qui fait apparaître des algues coloniales qu'on appelle Botryococcus, que vous voyez ici. Ce sont ces formes assez épaisses, trapues, et vous avez ces formes allongées qui sont des spores et des pollens. Ce microfaciès organique est typique de l'assise de Millery.
Donc, cependant, à ce jour, aucune trace d'exploitation antique ou protohistorique du schiste bitumineux n'a été découverte dans le bassin d'Autun. L'objectif de cette prospection thématique est donc de tenter de confirmer l'hypothèse posée par Sébastien Francisco et Yannick Labaune dès 2009, faisant des levées de terre alignées de Saint-Pantaléon des halles de minières antiques ou protohistoriques liées à l'exploitation du boguède et des schistes bitumineux. Le volet archéologique de l'opération a débuté fin juillet 2019 par une fouille de 10 jours de l'extrémité d'une levée et de la dépression adjacente à la levée voisine. Vous avez ici la position dans le bois de Saint-Martin, donc de la coupe dans la levée, et ici donc la fouille dans la dépression ou la cuvette topographique. Ici le chemin d'accès qui coupe ou qui a recoupé en fait une levée, donc on le voit très nettement. C'est aussi pourquoi on a choisi cet emplacement pour permettre un accès facile. Et donc le travail a été effectué sur cette partie ici, dont vous voyez le décapage. La levée a été sectionnée transversalement à la pelle hydraulique jusqu'au sol d'origine, et une tranchée d'environ 1,50 m de profondeur a été ouverte au pied de la section sur toute sa longueur. La levée est constituée, je ne vais pas aller trop dans le détail pour éviter de prendre trop de temps, mais bon, il y aura sûrement des questions, on pourra y revenir. Donc je serai assez succinct sur la description des sédiments. La levée est constituée de sédiments divers, petits blocs de grès, d'argile, des plaquettes de schiste bitumineux vraisemblablement concassées et des matériaux issus d'activités industrielles. Schiste cuit, rougeâtre, résultant de la pyrogénation des schistes bitumineux, mais aussi des scories, des gros blocs de scories. Ces éléments constituent des unités lenticulaires propres ou apparaissent sous forme de mélange, s'intercalant entre les lentilles de composition uniforme. La tranchée située sous le sol d'origine a permis d'identifier un paléosol développé sur des sédiments fluviatiles à galets. À son sommet, le paléosol contient localement des fragments plurimillimétriques de charbon de bois et quelques pièces lithiques très dispersées, de toute évidence néolithiques. Donc ici, vous avez le sol d'origine que vous pouvez suivre ici très nettement. À partir de cette partie, vous avez une entaille dans le sol d'origine, également ici. Donc vous avez des structures dont je vais parler maintenant. Vous voyez ces structures qui sont remplies par du matériel rougeâtre. Ce sont des grès rouges qui peuvent être les grès de Curgy. Les premières analyses montrent que ces grès n'ont pas subi de transformation due à des températures. Vous voyez ici une structure en auge dont on va parler. Et puis ici, vous avez donc cette lentille assez grisâtre sombre. Ce sont donc des schistes non brûlés, on va dire altérés, concassés, donc qui forment cette lentille qui court vers le nord sur le côté. Les sédiments fluviatiles, donc ici, on a une très belle vue du paléosol. Les sédiments fluviatiles apparaissent ici très nettement, avec ici des stratifications entrecroisées. On a effectivement des zones très très nettes d'alluvions. Donc ce sont effectivement des sédiments quaternaires, bien sûr. Alors les structures, deux structures particulières entaillent le paléosol et les niveaux fluviatiles à galets. Il s'agit d'une part d'une petite fosse peu profonde en forme d'auge. Vous l'avez, je pense qu'il faut que je revienne sur l'ancienne. Donc il s'agit de cette structure ici, en forme d'auge. Donc en forme d'auge et d'un boyau de 60 à 70 cm de diamètre s'enfonçant obliquement et profondément dans les sédiments fluviatiles et les grès sous-jacents de l'Autunien supérieur, situés seulement à 1 mètre de profondeur. Ces deux structures sont remplies de schistes cuits, pyrogénés rougeâtres et d'argile.
Donc ici, vous avez l'autunien, qui apparaît en très sombre. Ce sont des grès riches en matière organique. Et vous avez donc les niveaux fluviatiles du quaternaire qui reposent sur ces grès autuniens. La fosse en forme de boyau plonge ici. Vous avez ici le contour. Et elle est remplie ici, en partie avec un mélange autunien et schiste cuit. Mais on n'a pas exploré en profondeur ce boyau. Vous avez ici une coupe donc superficielle effectuée dans les derniers jours qui nous permet de voir la forme arrondie. On est bien en présence d'un boyau. Et vous avez ici une autre petite structure sur le côté, également remplie donc de matériaux rougeâtres, cuits. En conclusion, ces premiers résultats concernant la levée indiquent que l'édification d'un levier est postérieure à 1843, date du début de l'extraction du schiste bitumineux et de son traitement en usine. Les structures, en particulier le boyau, pourraient correspondre à des sondages de reconnaissance en vue de l'exploitation du bogued, sachant que le bogued est probablement sous-jacent ici, probablement à 1,50 m de profondeur. Des datations carbone 14 en cours et des études pétrographiques des schistes concassés et des grès rouges viendront compléter prochainement ces résultats. On passe maintenant à la dépression. Elle a fait l'objet d'une fouille par palier au moyen d'une pelle hydraulique jusqu'à une profondeur d'environ 4 mètres. Dès le premier palier, les matériaux rencontrés, argile sableuse, quelques petits blocs de grès, de très rares petits fragments de schiste bitumineux noir et de schiste rouge brique, pyrogénés, sont associés pêle-mêle sans organisation spatiale. C'est un point très important. Ces matériaux de remblai se rencontrent jusqu'au fond de la tranchée, sauf en 2 endroits où ils sont au contact de schiste bitumineux et de bancs de grès autuniens. On note la présence de plaques pluridécimétriques composées d'un assemblage de grès et de schiste bitumineux de plusieurs centimètres d'épaisseur, isolés dans le remblai à différents niveaux. L'analyse pétrographique de ces schistes bitumineux révèle la présence d'algues Bothriococcus de grande taille, typiques du bogued. Cependant, s'il s'agissait du bogued, la matrice organominérale entre les algues serait absente. Nous sommes donc en présence d'un faciès de transition au bogued. Donc ici l'emprise, vous avez ici donc au premier palier cette plaque qui apparaît, que nous avons analysée, et donc quand nous parlons de Bothriococcus, ce sont ces algues coloniales que vous voyez ici. Ces algues sont typiques du bogued. Le bogued en est entièrement constitué jusqu'à environ 90-95%, ce qui fait qu'un bogued n'a quasiment pas de matrice, alors qu'ici vous avez une matrice organominérale entre les algues. Donc, on est typiquement dans un faciès de transition bogued. La flèche rouge vous indique ici un morceau de schiste cuit. Il apparaît légèrement rougeâtre. Donc, encore une fois, ces schistes rougeâtres sont relativement rares dans le remplissage. Maintenant, donc, je vous présente donc les phases avec les paliers 1, 2 et 3. Donc, par ailleurs, 2 témoins de la présence d'une ou 2 couches de schiste bitumineux ont été mis à jour dans les angles nord, donc c'est cet angle ici, l'angle nord, et sud de la tranchée, sous le premier et le deuxième palier respectivement. Donc, vous voyez ce paquet de schiste ici, celui-ci. Ces schistes sont en place, il ne s'agit pas de schistes qui ont été bénés ou qui ont glissé, ils sont réellement en place. Nous avons continué nous avons continué à ouvrir ce secteur. Pour des raisons de sécurité, ce secteur est resté fermé, donc nous n'avons pas en fait la couche au complet, alors qu'ici nous avons la couche au complet avec son toit et son mur.
Alors, vous me direz, le boged, il est où? Dans l'angle nord, le pilier des schistes bitumineux d'une épaisseur d'au moins 70 cm est coiffé d'amandes grès. Il s'agit donc du sommet d'une couche et de son toit constitué de grès. Un bloc pluridécimétrique dégagé du palier 3 présente le même microfaciès que la plaque précédente, que nous avons vue précédemment, à savoir un faciès de transition au boged. La comparaison avec le boged de Margène, que vous connaissez tous sûrement, vous permet de saisir la différence de composition entre le vrai boged et le faux boged. Donc ici, typiquement, vous avez le boged de Margène, un très bel exemplaire. Toutes les parties noires sont donc constituées de matrices, mais cette matrice n'est pas minérale, elle est faite de matière algaire et bactérienne. Donc vous voyez que le volume de matrice est très réduit. Constatez que la taille des Botryococcus, elle est supérieure à 50 micromètres et on retrouve ici effectivement une taille similaire. Par contre, ici, vous avez une matrice organominérale importante. Vous avez ici des fragments de coquilles, vous avez des pollens et des spores. Le bloc en question, le voici, il est très émoussé, donc c'était probablement un bloc d'affleurement. Bon, on peut se poser la question, est-ce que ce bloc provient vraiment de cet endroit? En tout cas, il a été exposé à une altération météorique pendant un certain temps. Il est émoussé, donc il aurait pu être en bordure de rivière. Donc là, il y a une petite incertitude sur l'origine de ce bloc. En tout cas, ce bloc était probablement au-dessus de la couche de boged ou directement en dessous, pour la bonne raison qu'on a ces algues Botryococcus de grande taille. Encore une fois, ce boged ici, c'est un boged qui vient de Margène, qui a été prélevé en surface, qui est typique du boged d'Autun, sachant que le boged de Margène fait partie également de la scisse de minerie. Donc en fait, le boged qu'on s'attend à trouver dans le secteur des étangs est le prolongement de ce boged de Margène. Alors, un petit volet donc sur cette couche de la partie sud. Encore une fois, ici on a un toit donc de grès, et on a un mur de grès ici très net, assez puissant. Bon, là aussi, on a arrêté l'exploitation, on avait le mur, donc c'était relativement suffisant. Ce qui aurait pu être fait, c'est d'ouvrir l'arrière pour voir si effectivement on a une prolongation de cette couche. Alors ici, on a déjà des résultats de pétrographie organique qui sont assez intéressants. Le pilier en question, donc de l'angle sud, a une épaisseur d'1,50 m. Il possède un mur et un toit, donc comme je vous l'ai dit. Dans les deux cas, il s'agit bien là de restes d'une ou deux couches de schiste bitumineux de l'autunien supérieur laissés à l'issue d'une exploitation. On notera, chose importante, on notera donc la présence d'un fin niveau blanc-bleu turquoise de cendres volcaniques à la base de la couche des schistes bitumineux ici qui courent sur toute la surface. L'analyse pétrographique organique des schistes de ce pilier rend compte de la pauvreté en matière organique de ces schistes, de la rareté et de la petite taille des algues Botryococcus. Il s'agit donc de schistes faiblement bitumineux qui n'appartiennent pas au groupe du boged. Celui-ci devait donc être situé au-dessus de cette couche. Petite précision, l'échelle donc de ces vues microscopiques est toujours la même. Vous avez les 50 microns ici, toujours ici à gauche. Et vous voyez très nettement que les Botryococcus qui apparaissent ici sont très petits. Ils sont peu nombreux. Vous les voyez ici. Ils sont nettement inférieurs à 50 microns. Ils sont de l'ordre de 20 microns. Et ils sont très dispersés dans une matrice organominérale avec des spores, des pollens. Vous avez ici une spore ornementée magnifique.
Et vous avez des parties comme celle-ci qui est très peu bitumineuse. Donc, il est très clair que ce schiste n'est pas approprié à la pyrogénation. C'est un schiste de basse qualité. Donc, cela peut expliquer aussi qu'on a laissé à l'issue de ces exploitations des témoins de cette couche qui étaient vraiment très pauvres. Enfin, les schistes ont livré de la macroflore. Vous en avez ici un exemple. Probablement Calypteris, dans la nouvelle classification Rachiphyllum cinqui, et des restes de poissons, trouvés en fait donc dans cette partie. En conclusion, il ne fait donc aucun doute que ce secteur, caractérisé par une légère cuvette, a fait l'objet d'une exploitation à ciel ouvert de schistes bitumineux et du bogued associé. La couverture quaternaire dans le secteur étudié était inférieure à 2 mètres, donc assez peu, quand on sait qu'à l'ouest de la Roue, on a des couvertures qui peuvent atteindre les 20 mètres. Les analyses préliminaires de pétrologie organique des schistes bitumineux ont permis de replacer là où les 2 couches identifiées dans l'assise de Millery, sous le groupe du bogued, donc un résultat important. Pour ce qui concerne le remblai de la fosse, les matériaux qu'il compose sont donc assez différents de ceux qui constituent la levée étudiée à quelques dizaines de mètres. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'inattendu. En effet, les matériaux rouges issus de la pyrogénation sont rares, par exemple les grès rouges également, et les scories qu'on retrouve en gros blocs donc dans la levée sont ici absentes. Le remblai de la fosse d'exploitation est constitué dans sa partie supérieure, principalement d'un mélange de sédiments quaternaires, pêle-mêle. La partie centrale et profonde du remblai, d'un mélange de sédiments plutôt autuniens. On a l'impression d'un tri entre la partie supérieure et la partie profonde. La présence même faible de schistes rouges issus de la pyrogénation et des schistes bitumineux concassés dans le remblai de la fosse d'exploitation indique que le comblement a eu lieu après 1843, date du début de l'extraction du schiste bitumineux et de son traitement en usine, bien sûr. De plus, le comblement de la fosse est bien antérieur aux années 1900, puisque les premiers archéologues qui se sont intéressés à ces vestiges n'avaient pas connaissance d'une activité minière dans ce secteur. L'hypothèse d'une exploitation au tout début de l'industrie schistière entre 1845 et 1880 me paraît la plus plausible. Je voudrais maintenant remercier les institutions et les personnes qui ont permis la réalisation de ce projet, le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne, le service régional de l'archéologie de Bourgogne, M. Vincent Chauvet, maire d'Autun, bien sûr, le service archéologique de la ville d'Autun et tout particulièrement M. Yannick Labaune et Angélique Tisserand, sans oublier M. Dominique Chabard, conservateur du musée d'histoire naturelle d'Autun, l'entreprise Réolon qui a fait un travail de précision extraordinaire. Je n'oublie pas non plus mon équipe de fouilles et celle de Caroline Millereux d'Orléans qui est venue nous prêter main forte les derniers jours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Ça va au niveau du temps. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On est un petit peu hors archéologie, mais archéologie minière quand même. Oui, Sébastien Chevrier. Le bogued, c'est un schiste fortement bitumineux ou c'est autre chose ? Alors, bon, le bogued, en fait, c'est un charbon sapropellique, dans notre jargon. C'est un charbon, donc, qui est constitué d'algues. Et on peut pas, à partir du moment où on utilise le terme schiste, ça veut dire qu'on a une phase minérale dans le matériau, ce qui n'est pas le cas. Donc si on a une phase minérale avec les algues, ça veut dire qu'on est en transition au bogued, mais dans ce cas-là, c'est un schiste. Donc on appelle ça des bogued shell en anglais, ou des schistes bogued en français. Voilà. Et donc ce qui est très important dans le bogued, évidemment, ce sont ces algues, les Botryiococcus.
Ce qui fait qu'à Autun, on s'est très tôt intéressé à ce boguet, c'est qu'il n'est pas évolué. C'est-à-dire que ce boguet n'a pas fourni, au travers de la diagenèse, une quantité d'huile. On est immature au niveau de la matière organique. Ce qui fait qu'on peut, de façon artificielle, faire donc cette diagenèse et tirer le pétrole. Voilà. Alors les Bothriococcus, ce sont des algues qui sont d'eau douce, donc qui peuvent se développer dans des lacs, mais ce sont des algues également d'eau, on va dire brackish, c'est-à-dire saumâtre, en bordure d'océan. La particularité de ces algues, c'est lorsqu'elles ont des conditions bien particulières de vie, elles se reproduisent très très vite. Il faut un environnement très calme, très oxygéné, et ce sont des algues qui vivent dans les 50 premiers centimètres de la tranche d'eau, donc dans la zone photique, on va dire. Voilà. Ce qui explique aussi qu'à Autun, le boguet n'est pas présent partout. Le vrai boguet passe latéralement à des faciès de transition, parce qu'évidemment, sur une surface assez grande d'un lac, on ne peut pas avoir des conditions chimiques identiques dans cette tranche d'eau. Le moindre perturbation, le moindre apport de minéraux depuis les bordures des bassins va perturber en fait le développement de ces algues. Voilà. Et ça, je pense que les anciens ne le savaient pas, et donc ils ont eu des difficultés à suivre le boguet. Même à l'affleurement, le boguet, bon, j'en ai apporté un morceau, si vous pourrez le consulter, vous pourrez regarder, c'est quand même quelque chose de particulier. Le boguet n'a pas de fil, comme un schiste. On dit schiste, en fait, ce sont des argilites. Bon, un schiste, normalement, c'est métamorphique. Mais on dit schiste c'est un raccourci, si on veut. Voilà. Donc, le boguet est très difficile à reconnaître dans une couche de schiste. Il faut vraiment avoir un œil aguerri. Voilà. Merci. Moi, j'avais une question, parce que j'ai vu que vous aviez expertisé un des bracelets, là, et que la plupart sont du hashtag final. Là, il se trouve qu'en ce moment, on a fait un certain nombre de fouilles, soit des reprises de fouilles anciennes, comme la tombe de Vix, indépendamment des fouilles même sur le mont de la Soie, mais on a aussi la confluence, donc Saône-Doubs, donc avec l'équipe qui est mise en place sur la fouille de Bragny-sur-Saône, et puis il y a la reprise aussi des niveaux hallstattiens du camp de chassé, donc par Régis Labonne. Donc on a plusieurs équipes comme ça. La question, c'est est-ce que vous êtes en capacité on peut vous proposer donc de faire des analyses des éventuels morceaux de bracelets qui pourraient, il y a des grandes chances exister sur ces sites-là ou d'autres. Bien sûr. Voilà. Alors, on a développé une méthode qui fonctionne très bien. Bon, d'abord, il faut avoir une collection de références de tous les niveaux stratigraphiques, ce que j'ai déjà. C'est des travaux que j'ai commencés il y a une quinzaine d'années. J'ai quasiment tous les gisements, on va dire, de l'Europe de l'Ouest en référence. Bon, évidemment, les archéologues ne veulent pas donner d'échantillons, donc j'ai dû mettre au point une méthode, disons, un peu délicate, c'est-à-dire que je prélève 1 mm3 sur les bracelets, au niveau de fissures, sur des zones de cassure. Enfin, je prends le minimum possible. Avec 1 mm3, on arrive à faire des sections polies qu'on peut étudier en lumière réfléchie. C'est de la lumière réfléchie, ce n'est pas de la transmission. Et ça suffit à faire une analyse fine du faciès organo-minéral. C'est-à-dire qu'on regarde non seulement la matière organique, mais aussi le minéral. Voilà. Ce qui fait qu'on a des microfaciès qu'on compare les uns avec les autres. Donc pas de problème, on peut faire ce genre de matériel. Je travaille également actuellement sur le Magdalénien, sur le site de Pincevent. J'encadre une postdoc qui est donc à Neuchâtel, qui vient aussi à Tübingen. Et donc on a des amulettes qui sont très très petites, et donc on ne peut pas se permettre de prendre beaucoup de matière. Les prélèvements sont faits généralement avec un scalpel. Et quand on ne sait pas où le prélèvement a été fait, on ne voit pas le prélèvement. Merci beaucoup de cette information.